Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux licences en physique, chimie, sciences pour l'ingénieur et EEA, des voies multiples entre sciences, technologie et innovation. Ces formations sont dispensées au sein de l'université Perpignan via Domitia. Chaque année, une centaine d'étudiants suivent ce cycle qui est rattaché à l'UFR des sciences exactes et expérimentales. Cette formation pluridisciplinaire et transversale se prépare en 3 ans. Elle vous permettra d'étudier plusieurs matières scientifiques comme la physique, la chimie, mais aussi les mathématiques ou l'informatique. L'objectif, c'est de vous permettre d'acquérir un socle de compétences solides dans les domaines de la thermodynamique, de l'électromagnétisme, du génie des procédés ou encore de l'analyse chimique, pour ensuite vous spécialiser et vous permettre de basculer vers des écoles d'ingénieurs, de tenter le concours pour les métiers de l'enseignement ou même de bifurquer vers le médical. Vous verrez que cette filière offre des opportunités sur une diversité de métiers comme technicien de laboratoire, biochimiste, ingénieur, professeur ou encore médiateur scientifique. Puisque suivant le parcours choisi, les secteurs et débouchés sont assez variés. Ils vous permettront aussi bien de travailler dans l'aéronautique, dans l'environnement, d'exercer en laboratoire dans des entreprises privées, d'intégrer le service public en tant que cadre ou même d'opter pour la recherche. Alors finalement, à qui ces études sont-elles destinées? Quels sont les atouts que l'on doit posséder lorsque l'on s'oriente sur cette voie? Au cours de cet échange, nous tenterons de vous donner un maximum d'informations afin de vous permettre de savoir si ce type de formation est susceptible de vous correspondre. Sachez qu'il ne s'agit pas d'une conférence figée, vous pouvez interagir avec nous et poser vos questions via le chat. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir qui sont les invités qui m'accompagnent en plateau. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Noémie Barros, qui est enseignante chercheuse à l'UPVD. Elle est responsable de la licence 3 de physique. À ses côtés, Marie-Virginie Salvia, qui est également enseignante chercheuse à l'université Perpignan via Domitia. Elle est responsable de la licence de chimie. Enfin, 2 étudiants ambassadeurs qui sont actuellement en formation sont également présents aujourd'hui. Il s'agit de Maël Eudor, qui est donc en 3e année de licence actuellement à l'université, du coup en électronique EEA, énergie électrique automatique. Et enfin, nous avons Amadou Lamine Koli, qui est originaire, lui, du Sénégal. Il a 21 ans et il est en 2e année de licence de physique chimie. Bienvenue à tous les 4 et merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Je le disais donc rapidement en introduction, la licence physique chimie sciences pour l'ingénieur et EEA, c'est une licence qui conjugue agilité mentale et compétences techniques. Il faut faire preuve de logique, de curiosité, être capable de raisonner, d'analyser également et d'identifier des problématiques. C'est une formation dans laquelle les étudiants apprennent à utiliser des outils et vont pouvoir également expérimenter. Alors concrètement, à qui s'adresse cette formation, puisque vous acceptez finalement différents types de profils pour intégrer cette filière. Mais par exemple, est-ce qu'il faut impérativement avoir pris une spécialité lorsque l'on était notamment au lycée, avoir des connaissances par exemple en mathématiques, ou si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il vaut mieux passer son chemin? Je vous laisse peut-être répondre pour introduire. Je vais répondre à la question. Du coup, le profil le plus adapté pour entrer dans le parcours PCSI, donc c'est une terminale générale en choisissant notamment les spécialités mathématiques et également physique-chimie ou sciences pour l'ingénieur. On recrute également des étudiants qui viennent du parcours STI2D et STM. Et peut-être on en parlera plus quand on viendra sur le recrutement sur Parcoursup. Chaque année, vous recevez environ 600 candidatures pour seulement 120 places disponibles. Sur quoi va reposer la sélection? Quels sont vos critères finalement d'acceptation? Déjà sur ce choix de spécialité, on va mettre un bonus si les étudiants ont choisi ces spécialités, les notes de spécialité et également on va prendre un peu en compte la fiche à venir et la lettre de motivation. Qu'est-ce qu'elle doit justement contenir, cette lettre de motivation? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en avant, ces étudiants, pour retenir votre attention? Pourquoi le choix de cette licence? Leur motivation est par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière. Également, pourquoi le choix de cette licence à l'université de Perpignan, notamment. Après, peut-être tu veux compléter, Noémie? Non, il faut bien préciser justement qu'on est intéressé par cette formation dans cette université pour qu'on voit bien que c'est une lettre ciblée et pas une lettre générique.
Et puis attention à l'IA, puisque souvent il y a des copier-coller. Donc là, il faut vraiment parler de soi finalement et de ses passions et de ses envies. On va s'attarder sur la slide qui va apparaître sur l'écran et qui décrypte finalement le fonctionnement et l'architecture de ces études, hein, puisque je le disais rapidement tout à l'heure en introduction, il existe 3 licences, EEA, physique ou chimie, mais la première année c'est un tronc commun, donc avec plusieurs matières. C'est ce que vous appelez le portail PCSI. Expliquez-nous comment ça marche. Alors en fait, les étudiants qui vont candidater, effectivement, vont venir la première année, donc ils vont arriver par Parcoursup et ils vont être intégrés dans le portail PCSI. C'est une année qui est commune en fait à tous les étudiants qui veulent faire soit la licence EEA, soit la licence physique, soit la licence chimie. Et à l'issue de cette année, s'ils la valident, ils pourront choisir n'importe laquelle des 3 licences. Donc, ils se divisent à partir de la deuxième année. En deuxième année, ils choisissent donc soit la licence EEA et continuent en licence 3 EEA, soit la licence chimie, donc qui est en violet sur le schéma, et ils continuent ensuite, ils continuent en licence 3 chimie. En ce qui concerne la licence physique, en fait, elle se divise ensuite en troisième année en 2 parcours. On a un parcours vraiment orienté sciences pour l'ingénieur avec des spécialités énergie et matériaux, et puis on a un parcours plus classique physique-chimie. Et puis, il y a le portail aussi PCSI Accès Santé qui ouvre également des possibilités vers plusieurs cursus à visée plutôt médicale, hein, pour le coup. Oui, alors ça, il s'agit d'un partenariat avec l'Université de Montpellier, en fait, puisque lorsqu'on veut intégrer une des filières santé de l'Université de Montpellier, on a 2 portes d'entrée. Soit on fait la première année PASS, qui est la première année commune à Montpellier, soit on fait une licence Accès Santé, donc il s'agit de faire une première année de licence, mais un quart du programme est remplacé par des matières de santé en distanciel fait à l'Université de Montpellier, par l'Université de Montpellier. Et donc c'est ce qu'on a chez nous en première année PCSI. On a 20 places pour des étudiants qui sont en Accès Santé. Et donc, ils vont suivre 3 quarts de matières communes avec les étudiants du portail PCSI et un quart de matières de santé en distanciel. Et donc, à l'issue de cette première année, ils vont passer le concours qui leur permettra d'intégrer directement en deuxième année les filières de santé, donc médecine, pharma, dentaire et d'autres filières. Et si, à l'issue de leur première année, ils ont validé leur année, mais qu'ils ne sont pas suffisamment bien classés pour rentrer en filière santé, ils peuvent continuer en deuxième année, donc soit en EEA, soit en physique, soit en chimie, et repasser le concours à l'issue de cette deuxième année pour réintégrer les filières de santé. C'est très sélectif, hein, 20 places pour à peu près 300 candidatures. Hein. C'est ça. Qu'on soit vraiment concret, hein, pour justement les jeunes lycéens qui nous regardent et qui découvrent à peine la plateforme Parcoursup, qui ne comprennent pas encore peut-être tout à fait les mécanismes. Comment ça fonctionne du coup? On flèche son choix d'orientation via justement cette plateforme et via ce PCSI? Donc oui, du coup, il faut postuler donc, sur le parcours PCSI de l'Université de Perpignan et également pour ces étudiants qui veulent aller en santé, doivent postuler sur ce parcours PCSI Accès Santé. Par contre, attention aux étudiants qui, s'ils n'ont pas de place dans ce parcours Accès Santé, veulent quand même suivre ce parcours PCSI, il va falloir faire 2 candidatures puisqu'on ne va pas prendre la candidature de Accès Santé pour PCSI. Donc si vraiment vous voulez faire PCSI à l'Université de Perpignan, faites les 2 candidatures. Donc attention à cibler précisément ce choix d'orientation. Donc on l'a dit, cette licence, elle propose plusieurs types de parcours. Le parcours donc physique, le parcours chimie, le parcours EEA. Quelle est la différence finalement entre ces différentes spécialités, notamment sur le plan des enseignements et des matières, puisqu'à un moment donné dans le cycle, on va quand même devoir se spécialiser? Alors déjà, je vais repréciser le vocabulaire. Donc il y a 3 licences, la licence EEA, la licence physique et la licence chimie. Donc c'est 3 licences différentes, même si la première année est commune. Et donc le parcours EEA, c'est un parcours qui est vraiment orienté vers l'électronique et tout ce qui est énergie électrique automatique. La licence physique, mais moi je m'embrouille. La licence physique donc va être composée principalement de la physique un peu fondamentale, donc mécanique, optique, thermodynamique. Et puis si les étudiants choisissent les options chimie en deuxième année et le parcours physique-chimie en troisième année, il y aura des matières de chimie en plus. Et s'ils préfèrent, ils peuvent colorer leur cursus
en sciences pour l'ingénieur, donc avec des matières comme la thermodynamique, tout ce qui est transfert thermique et les matériaux qui sont vraiment les spécialités locales. Ça, c'est pour la licence CEA et la licence physique. Alors pour la licence chimie, je vais laisser parler ma collègue. Donc pour la licence chimie, donc on va s'orienter évidemment plus vers de la chimie. Donc on va traiter un peu tous les domaines, hein, de la chimie organique, la chimie analytique, de la chimie physique ou encore de la chimie en solution. Donc la deuxième année est commune notamment avec le parcours PC de la licence physique. Et en troisième année, on aura beaucoup moins de physique et beaucoup plus de chimie, avec beaucoup de projets en chimie, et on aura une petite coloration en chimie environnementale puisque notre licence chimie est adossée au laboratoire de l'Université de Perpignan, et les thématiques essentielles de ces laboratoires, c'est la chimie analytique et la chimie environnementale. Maëlle, on va s'intéresser à votre parcours. Vous avez obtenu un bac général avec spécialité maths et physique-chimie. Oui. Après le lycée, vous optez pour une classe prépa avant de finalement intégrer la licence. Expliquez-nous justement cette trajectoire et ce qui vous a finalement conduit à suivre cette formation. Voilà, pour reprendre, moi j'ai eu un bac général avec option maths, avec spécialité mathématiques et physique-chimie. Et j'avais aussi l'option maths experte. Donc suite à ça, j'ai été admis en classe préparatoire en physique-chimie et sciences pour l'ingénieur au lycée François Arago à Perpignan. Et donc ça a été une année, importante je trouve, et en même temps difficile. Et donc suite à ça, je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire, parce que je pense que je m'étais égaré en cours de route. Et donc j'ai décidé par la suite d'aller en licence PCSI, c'est ça. Et ce qui a poussé mon choix, ça a été le fait d'aimer toujours la physique et les mathématiques, même après un an de prépa. Et le fait essayer de comprendre comment fonctionnent les choses dans un ordre général. C'est quoi finalement EEA? On apprend quoi en EEA? On fait quoi? EEA, c'est comme vous l'avez dit, c'est électronique, énergie électrique et automatique. Donc ce qu'on va apprendre, ça va être sur des bases d'électronique, on va avoir de l'électronique de puissance. Donc ça va être tout ce qui est pour imager, ça va être les lignes de courant qu'on voit en fait quand on prend la route avec des grands poteaux électriques. Donc ça va être de l'électronique de puissance. De l'électronique numérique, ça va être sur les téléphones par exemple, donc voilà, pour rester assez classique. Après, on va avoir de l'énergie électrique, donc ça va englober pas mal de thématiques, dont les énergies renouvelables. Donc on a une grande partie dans le cursus qui concerne les énergies renouvelables, que ce soit sur les panneaux photovoltaïques, sur les éoliennes, même on parle du coup des autres énergies, de l'impact que ça a, donc on a aussi cette partie-là qui est importante je trouve. Ensuite, l'automatique, donc on voit comment fonctionnent les machines et comment nous, en tant que futurs ingénieurs ou futurs ingénieurs par exemple, comment optimiser ces objets-là qui nous entourent en fait compte qu'on a au quotidien. C'est ce pan de la formation qui concerne les matériaux et les composants? Alors ce qui va concerner les matériaux et les composants, ça va être sur l'électronique et oui sur l'automatique en fin de compte, parce que d'une part, on va pour savoir comment fonctionnent les composants qu'on va utiliser, il faut savoir comment les matériaux sont faits et comment les composants sont faits. Voilà. On aura l'occasion d'y revenir par la suite. Je me tourne maintenant vers vous, Amadou Lamine. Votre parcours est un peu différent de celui de Maëlle, puisque vous avez obtenu alors également un bac sciences expérimentales avec option SVT au Sénégal. Vous étiez plutôt bon élève, puisque vous avez eu la mention bien. Alors après le diplôme, vous partez en école d'ingénieur, puis vous faites 3 mois à l'université, toujours au Sénégal. Et ensuite, vous choisissez finalement de vous réorienter et vous postulez pour l'université de Perpignan. Qu'est-ce qui vous a conduit à venir ici, à choisir spécifiquement cette formation? D'abord, j'ai eu un bac scientifique, comme vous l'avez dit, j'ai eu une bac sciences de la vie et de la terre. Étant toujours passionné par les sciences, d'abord j'ai commencé par une école d'ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur 5 mois là-bas. C'était une école de formation en génie civil. Et par la suite, je me suis rendu compte que ma passion était plus tournée vers la recherche, vers la science. Donc j'ai dû partir à l'université au Sénégal.
comme vous l'avez dit, j'ai fait 3 mois là-bas, c'était en maths, physique, informatique. Et par la suite, même quand je faisais l'université, j'avais postulé pour l'université Perpignan Via Domitia. Le choix, c'est que j'ai une famille ici parce que j'ai ma tante qui vit ici depuis 30 ans. Et donc, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus facile de prendre cette ville que plutôt de m'orienter dans d'autres villes. C'est ce qui m'a poussé à prendre cette filière. Les jeunes qui nous regardent et qui ne connaissent pas le fonctionnement, on ne passe pas par Parcoursup quand on vient justement de l'étranger. Expliquez-nous un petit peu ce processus. C'est un peu différent d'ici parce qu'il y a une plateforme qu'on appelle Campus France. Tu vas d'abord passer par là-bas. Au début, c'est une plateforme qui s'ouvre vers le mois d'octobre. Là, tu vas postuler, c'est un peu comme Parcoursup, tu vas faire des vœux. Et après, une fois que tu fais des vœux, tu mets des lettres de motivation et par la suite, tu vas passer un entretien et c'est un peu comme Parcoursup. Et là, tu vas recevoir des réponses si tu es accepté ou pas. D'ailleurs, Amadou Lamine n'est pas le seul étudiant dans ce cas de figure. Il y a 15% d'étudiants en L1 qui viennent de l'étranger et qui viennent justement étudier à l'université Perpignan Via Domitia. D'où viennent ces étudiants et est-ce que le niveau scolaire ou les connaissances finalement sont les mêmes pour ceux qui arrivent d'un autre pays? Je vous laisse répondre l'une ou l'autre. Noémie, Marie-Virginie. Alors en première année, on a effectivement des étudiants qui viennent de pas mal de pays. On a pas mal de Sénégalais. On est très contents parce qu'ils sont très forts en maths. Ils sont plus forts que nos étudiants français. Et à part ça, on a des étudiants qui viennent beaucoup du Maghreb et d'autres de quelques pays d'Afrique noire. C'est principalement les principales origines. Et ce sont des étudiants qui en général s'en sortent très bien, donc qui ont un niveau et des connaissances à peu près équivalente à celle de nos étudiants français. Alors, dépendant des pays, ils peuvent avoir fait moins de travaux pratiques avant de venir. Donc, il y en a qui vont avoir un peu devoir rattraper des connaissances pratiques, enfin des compétences pratiques. Mais on a pas mal de travaux pratiques en première année, justement, qui réapprennent les bases qui leur permettent de retrouver le niveau nécessaire. On va revenir justement sur le contenu pédagogique puisque les étudiants vont découvrir des nouvelles matières et notamment des matières d'insertion pro avec ce qu'on appelle le projet personnel personnalisé. Ça va consister en quoi exactement? Maël? Alors, je peux en parler parce que moi pendant ma L1 du coup j'ai choisi cette option-là. Alors ça consiste en groupe, après c'est un travail de groupe, plusieurs personnes, on va choisir sur un panel de métiers un métier vers lequel on souhaiterait s'orienter. Et suite à ça, on va faire plusieurs interviews. Moi, par exemple, pour ma part, j'avais choisi enseignant. Donc, je suis allé interviewer mon prof de prépa, de physique. Donc, je suis retourné à Arago, j'ai envoyé des mails. Et du coup, j'ai dû faire une interview. Et à la fin de ça, on montait un dossier pour présenter pourquoi ce métier, qu'est-ce que ça nous a apporté l'interview, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on savait. Et donc, ça permet de un peu s'immerser dans le métier en fait, compte qu'on s'imaginerait faire. L'apprentissage d'une langue est également obligatoire et notamment l'anglais. Et d'ailleurs, l'université offre la possibilité aux étudiants de passer le TOEIC à la fin du cycle et c'est en partie pris en charge par l'université. J'insiste sur ce point parce que ce n'est pas tous les établissements qui le proposent. Qu'est-ce que ça va apporter à vos étudiants éventuellement d'aller vers cette... Du coup, l'anglais quand même, parce que en fait, dans cette licence, on oblige de prendre l'anglais. L'anglais est une langue relativement importante de nos jours, et c'est bien que finalement les étudiants sachent parler et même lire l'anglais, notamment par exemple si des étudiants s'orientent vers de la recherche par exemple, il y aura toujours de la communication via des publications ou des communications en anglais, mais dans d'autres métiers également, l'anglais est très important. C'est en fait la langue d'échange, donc je pense que c'est très important de pouvoir avoir ces cours en anglais et cette certification. Après, la certification, le TOEIC, c'est une certification qui est assez demandée par les industries, enfin les entreprises privées. C'est une des certifications qu'elles regardent, donc ça permet justement de trouver, d'aider à avoir une preuve du niveau en anglais. On l'a dit, la première année, ça sert à poser le socle finalement, à acquérir les compétences. Mais est-ce qu'il y a une mise à niveau, et notamment pour ceux qui auraient des lacunes? On prenait l'exemple des étudiants qui venaient de l'étranger, qui n'avaient peut-être pas justement les mêmes apprentissages qu'en France.
Alors en fait, en première année, on a des heures qui sont dédiées à de la remédiation et du soutien, principalement en maths et en physique, puisque en fait notre cible, les étudiants qui sont le plus à l'aise chez nous, c'est des étudiants qui ont fait la spécialité maths et même maths experte en terminale. Mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui ne l'ont pas faite ou des étudiants qui viennent de filières techniques. Et du coup, pour ces étudiants, on a à peu près 75 80 heures de remise à niveau par an, donc qui se fait en petits groupes et qui est faite par les enseignants, qui permet en fait, on fait des groupes de niveau qui nous permet de vraiment aider les étudiants qui ont du mal et faire aller plus loin les étudiants qui ont un niveau déjà correct. Et ça permet de bien poser les bases de mathématiques et de physique qui sont nécessaires à la poursuite d'études. C'est pour ça que ces heures sont en première année. Après, on a aussi, peut-être vous aviez prévu d'en parler, mais le tutorat qui est en fait, il y a un étudiant de deuxième ou troisième année qui est payé par l'université pour donner des cours particuliers aux étudiants de première année, justement pour les aider sur des points précis et qu'on ne peut pas faire forcément toujours en groupe. Est-ce que vous-même, vous en avez bénéficié ou est-ce que vous avez des copains justement de promo qui ont utilisé ces services, Maël ou Amadou Lamine? Oui, moi je dirais en chimie parce que c'était la première fois que je voyais à l'approche des examens, on faisait des examens blancs et ça nous aidait souvent à mieux comprendre le sujet et tout. Ouais. Et puis Noémie, vous me disiez qu'on pouvait aussi passer sa première année en 2 ans. Ça évite notamment les redoublements et puis les pertes de bourse pour ceux qui en bénéficieraient. On peut d'ailleurs s'inscrire dès maintenant sur le portail de Parcoursup. Alors en fait, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a des étudiants qui ont un niveau qui est probablement un peu faible pour suivre la première année, on leur propose, nous, de faire la première année en 2 ans. Donc on appelle ça le dispositif WICI T2, c'est du jargon chez nous. Mais on va accepter donc la candidature sur Parcoursup, mais en précisant qu'on propose l'aménagement WICI. Donc cet aménagement, ça consiste à faire la première année en 2 ans. Donc c'est un emploi du temps allégé. La première année, ils n'ont que la moitié des matières, ce qui leur permet de prendre plus de temps. Et la deuxième année, ils suivent les matières qu'ils n'ont pas fait la première année. Et l'avantage de ce dispositif, c'est que ce n'est pas considéré comme un redoublement par le Crous. Et donc, sachant que le Crous donne l'autorisation à un redoublement sur toute la licence, ça ne grille pas la carte du redoublement. Finalement, le plus dur, c'est la première année, devoir s'adapter à cette nouveauté, à ce rythme. Mais il suffit de s'accrocher. Alors, c'est vrai qu'avec du travail, tout se passe mieux. Donc, c'est vrai qu'on a des étudiants qui... Alors, la formation à l'université, ça nécessite plus d'autonomie qu'au lycée ou qu'en classe prépa, probablement, parce qu'on n'est pas en permanence derrière les étudiants. Donc, on a des étudiants qui ont un petit peu de mal à se mettre en route au début d'année. Après, il faut voir qu'on est quand même des petites promotions et qu'on a beaucoup d'heures en travaux dirigés, donc en petite classe, et aussi qu'on a un dispositif de contrôle continu qui permet quand même aux étudiants de ne pas complètement décrocher et d'être accompagnés. Mais c'est vrai que la première année, en général, celle où il y a le taux de réussite qui est un peu le moins élevé, parce qu'on a de l'ordre de 50% de taux de réussite la première année, et après, les années suivantes, c'est plutôt 90%, 80-90%. Comment justement se décomposent ces enseignements? Puisqu'il me semble vous avoir entendu parler de TD, mais il y a également des TP, des travaux en groupe. Quelle est la configuration? À quoi ça ressemble? Parce qu'on n'est pas comme au lycée quand même. Non, du coup, on n'est pas comme au lycée. Alors déjà, à savoir qu'on a, comme Noémie l'a dit, la plupart des matières sont évaluées en contrôle continu. Et en fait, on a une semaine type où il va y avoir des cours magistraux, des TD, des TP et... Excuse-moi, je t'interromps. Je crois qu'on a un visuel là-dessus. On va pouvoir regarder la slide qui décrypte une semaine type justement. Alors sur cette slide, du coup, on a une semaine, elle est à peu près à 26 ou 28 heures. En général, on a 25 à 30 heures par semaine. Donc en fait, on a en rouge les créneaux de cours, en jaune les créneaux de TD et en vert les créneaux de TP. Et également, donc, on a des contrôles continus qui sont en bleu. Donc, en fait, on évalue tout au long de l'année les connaissances pour la plupart des matières. On l'a dit, ça diffère quand même du lycée. Comment vous vous êtes adaptés tous les deux justement à ce changement de rythme? Moi, personnellement, du coup, après mon année de prépa, j'ai trouvé que le rythme était
moins soutenu, on va dire, qu'en prépa. Après, la prépa, c'est aussi connu pour ça. Mais la différence, elle s'est faite sur le travail personnel, en fin de compte. Qu'en prépa, certes, on est 40 par classe, ça peut sembler beaucoup quand on est au lycée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs profs, donc on a plusieurs profs et on a tout le temps les mêmes profs pour chaque matière. Et donc, on pouvait s'appuyer sur leur soutien, poser des questions sur les exercices ou sur les cours. La différence avec la fac, c'est que parfois, on a un prof qui va nous faire le cours et ça va être un autre enseignant qui connaît quand même la matière et le domaine, mais qui va nous faire les travaux dirigés. Et le travail, il va se faire personnellement parce que, comme l'a dit les enseignantes, les profs n'ont pas forcément l'occasion d'être derrière nous pour nous aiguiller, nous dire quoi faire. Donc j'ai trouvé que la différence, elle s'est faite sur ça, sur le travail personnel à amener par soi-même. Attention quand même à l'assiduité, hein, puisqu'on ne viendra pas vous chercher si vous séchez bien sûr, un cours. oui, ça c'est important, parce que c'est fondamental. Comme l'a dit Madame Barros, le travail c'est ce qui fait la réussite et c'est pas les enseignants qui vont venir nous chercher ou nous voilà. Alors, on nuance quand même parce que donc vous avez vu qu'il y avait des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques. La présence en travaux dirigés et en travaux pratiques, et évidemment au contrôle continu, est obligatoire. Donc on fait l'appel, on vérifie que nos étudiants sont là et on va quand même un petit peu les chercher si on voit qu'ils s'absentent trop. En cours magistral, en revanche, on ne fait pas l'appel, donc les cours en amphi ne sont pas obligatoires. Amadou Lamine, vous, justement, cette adaptation, alors vous aviez connu l'université déjà au Sénégal, mais en arrivant ici, comment vous avez trouvé vos marques? Je dirais que dans le domaine théorie, ça va, ça a été, parce que la majeure partie des matières, j'avais déjà vu, j'avais un bon niveau en maths, en physique. Le problème, c'était un tout petit peu les travaux pratiques. Parfois, j'entrais en salle de TP, je ne connaissais pas comment ça fonctionnait, les machines et tout. Mais c'était pas une grande défaut et tout, parce qu'avec les profs et tout, ça s'est vite amélioré et tout. Donc après, moi je dirais en tant qu'élève et tout, ça demande beaucoup de motivation comme les profs, comme l'ont dit en fait, parce que si tu n'as pas de motivation, du moins ça va pas le faire. Mais si tu as de motivation, si tu es motivé, tu vas aller jusqu'au bout, quoi, je trouve. Voilà. On l'a dit, le mot-clé, c'est l'autonomie. Ça veut dire que quand vous allez sortir des cours, il va falloir reprendre et travailler à la maison. C'est combien de temps de travail supplémentaire en dehors des cours, en moyenne? Bon, moi je dirais c'est autant de temps de cours que de travail à la maison. Généralement les profs, en tout cas depuis 3 ans, m'ont toujours dit c'est pour 1 heure de cours, c'est 1 heure de travail à la maison. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence. On entendra toujours dire, je pense, pour comparer avec la prépa, oui, la prépa il y a beaucoup d'heures, il y a beaucoup de travail, mais qu'en fait quand la fac c'est tout autant, je pense. C'est juste que la moitié du travail elle est à faire chez soi et tout seul. Souvent, à la fac, on dit qu'il y a beaucoup de théorie et peu de pratique. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, en tout cas, dans votre discipline, puisque c'est une formation qui est adossée à la recherche. Il y a pas mal de TP, vous le disiez. Et puis, vous disposez aussi d'un certain nombre d'équipements pour permettre justement à ces jeunes étudiants de pratiquer. Noémie, Virginie, quels sont ces outils, ces infrastructures que l'on trouve sur le campus de l'Université de Perpignan-Villa-Domitia? Alors du coup, pour la chimie, on a beaucoup de matériel en chimie analytique. Donc, de la chromatographie liquide à la coupe à l'UV, à un détecteur. On a aussi des infrarouges ou des méthodes électrochimiques. En fait, on fait beaucoup de TP où il y a des sorties terrain. On va faire des prélèvements, par exemple des prélèvements d'eau en station d'épuration, donc en amont et en aval. Et après, c'est lors du TP qu'on va analyser ces eaux et évaluer la catinité de l'eau en comparant avec des normes, par exemple. C'est un exemple de TP. Et vous, en physique, justement, quels sont les outils dont vous disposez? Alors en physique, on a plusieurs sortes de travaux pratiques. Dans les matières qui sont plutôt la physique un peu fondamentale, plus classique, on va avoir des travaux pratiques qui sont vraiment montés pour faire des démonstrations, pas pour apprendre à manipuler, mais vraiment pour comprendre le fonctionnement. Et donc, il va y avoir des dispositifs pour étudier, par exemple, l'optique avec des bancs optiques. Il va y avoir des dispositifs, des moteurs, des choses comme ça. Et après, côté sciences pour l'ingénieur, on a vraiment des travaux pratiques qui sont beaucoup plus appliqués avec du matériel qui se rapproche de ce qu'on utilise en laboratoire. Même, parfois, nos étudiants viennent manipuler directement sur des choses qu'on utilise en laboratoire.
Donc je pense à, par exemple, des choses qui permettent de mesurer la conductivité de couches minces de semi-conducteurs ou des choses comme ça. Donc, vraiment, je suis plus orientée matériaux, donc je connais mieux ces choses-là. On va observer ce qu'on peut faire aussi en cours, puisqu'on a des objets là qui se trouvent justement sur la table. Ça, c'est justement en EEA, dans votre Exact. discipline, Maël, que vous avez pu mettre en pratique. Expliquez-nous justement sur quoi vous avez pu travailler. Alors en L2 et en L3, on a ce qu'on appelle un projet technologique où on est en binôme ou en trinôme à effectuer un projet de A à Z sans les enseignants. On a leur soutien, mais on est vraiment en autonomie. Et donc, ça va être de l'idée, de l'émergence de l'idée à la conception réelle du produit. Et donc, cette année, avec mon groupe, on effectue à l'heure actuelle à nouveau, parce que l'année n'est pas finie, un drone avec une caméra thermique capable de détecter les défauts sur les panneaux solaires. Donc, nous, on a réfléchi à comment confectionner ce drone, à réfléchir à quel type de pièces il fallait, quel type de composants il fallait, comment les faire fonctionner entre eux aussi. Il y a de la modélisation 3D pour ensuite faire imprimer le drone en 3D. Et pour l'instant où ça en est, on s'approche de la fin du projet. Donc le drone, comme vous pouvez le voir là, c'est le premier prototype est en phase de voler. Et après, l'idée, ce serait vraiment de se mettre devant des panneaux photovoltaïques et ensuite observer les images et les analyser. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais Ouais. vous avez aussi des montages en électronique avec des LED et des microcontrôleurs, utiliser ce que vous appelez des portes logiques sur Oui. des petits éléments, démonter un moteur. Je vous laisse peut-être, Oui, alors poursuivre. ça va être sur les travaux pratiques. Donc on va avoir plusieurs types de travaux pratiques, liés un peu à l'informatique et au codage, donc on va avoir sur les microprocesseurs et sur les microcontrôleurs. C'est ce qu'on a dans les ordinateurs en général, donc c'est des petits cerveaux et nous on va coder des informations dans ces cerveaux-là pour leur demander d'exécuter des tâches. Et donc après avec des portes logiques, pour faire simple, c'est vous mettez deux informations, si les deux informations sont correctes, alors l'action elle s'exécute. Et donc nous, en faisant des petits montages avec des LED, avec des composants, avec des transistors et des portes logiques, on arrive à décider, par exemple, de faire communiquer deux types de composants entre eux. Là, pas plus tard que hier, j'ai fait un TP où on décodait un langage Morse. Donc nous, on appuyait sur un bouton pour soit faire un point, soit faire un trait. Donc la machine calculait le temps de battement entre le moment où on appuie et le moment où on lâche le bouton. Et ensuite, elle était envoyée à une autre machine, à un microprocesseur, qui, elle, retranscrivait ses points et ses traits en lettres. Voilà. En chimie, vous avez aussi demandé à vos étudiants de faire des entretiens, des vidéos notamment. Oui, donc il y a un projet où les étudiants choisissent une thématique et comme je disais tout à l'heure, on a coloré un petit peu notre licence en chimie environnementale, donc c'est sur la thématique de la chimie de l'environnement. Donc par exemple, peut-être l'évaluation d'un polluant ciblé dans l'environnement, quel est son impact, quel est son devenir. Et donc ils vont devoir faire des recherches sur cette thématique et également interviewer des acteurs du domaine et construire ensuite une vidéo autour de tout ça. En physique, vous avez travaillé sur des choses qui nous parlent à tous, comme le GPS, le radar notamment. Expliquez-nous sur quoi justement vous les avez Alors ça, il sollicité. s'agit d'un projet qui est un projet en fait théorique. Donc on ne va pas construire ni un radar ni un GPS, mais l'objectif c'est de comprendre comment il fonctionne et quel va être l'effet de la relativité sur les mesures qui sont effectuées, leur interprétation et comment on doit la prendre en compte. Donc c'est dans le cadre d'un cours qui s'appelle Phénomène physique relativiste en 3e année, donc un cours assez avancé où justement l'objectif c'est d'essayer de comprendre vraiment l'effet de ce qu'on apprend en cours sur des dispositifs qui sont utilisés dans la vie de tous les jours. Et vous, Amadou Lamine, sur quoi est-ce que vous avez pu pratiquer Cette année, vu que je suis en physique mais option chimie, donc on a pu faire la synthèse de la lidocaïne. C'est un anesthésiant qu'on utilise souvent dans le domaine de la médecine et tout. Ouais. Et puis, outre ces découvertes ou ces expériences en labo, il y a aussi des sorties de terrain. Vous en avez fait une, je crois, récemment. Oui, récemment, on a fait une sortie, c'était un projet visite industrielle où on est allé dans une entreprise
c'était un peu une entreprise qui produisait du calcium, du sulfonate de calcium, CaCO3, je ne me rappelle plus. Carbonate. Carbonate de calcium, ouais. CaCO+. Et c'était intéressant parce que ça nous a permis d'interagir avec les professionnels, de parler avec eux, de comprendre un peu le domaine professionnel et ce qui nous attend plus tard. Vous avez pu effectuer des sorties également en Non, pas tellement, parce que alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, après, c'est assez desservi en termes comment dire, de matériel pour pouvoir travailler. Ce qui est difficile, c'est que nous, notre domaine, il va vachement porter sur beaucoup de conception et dans les bureaux d'études et des choses comme ça. Donc, on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire de sorties de terrain comme a pu faire mon collègue. En chimie, c'est sur l'aspect environnemental que vous les amenez. Exactement. Du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est aller chercher des matrices environnementales comme l'eau ou par exemple des sols pollués et ensuite de faire l'analyse en TP avec les instruments analytiques. On vient de parler donc de cette mise en situation durant le cycle, mais est-ce qu'il y a aussi des stages obligatoires, Noémie ou Marie-Virginie? Alors pour la chimie et la physique, et même le EEA, c'est 5 semaines. C'est 5 semaines 8. aussi. Huit. Non, 8. 8, Du c'est coup, ça. pour la physique et la chimie, donc c'est 5 semaines de stage à la fin du cursus, donc sur la fin de l'année L3. Donc les étudiants peuvent partir, certains partent en laboratoire de recherche, d'autres en industrie ou encore d'autres en école, collège ou lycée s'ils veulent s'orienter vers des métiers de l'enseignement. Et en physique? En physique, c'est tout pareil. Donc on a des étudiants qui partent. On a une partie de nos étudiants qui veut faire professeur de physique-chimie, donc ceux-là partent en collège-lycée. Et sinon, on en a dans les laboratoires de recherche, dans les entreprises locales, avec par exemple, des débouchés auxquels on n'avait pas forcément pensé. L'année dernière, il y a une des étudiantes en chimie qui est partie dans une banque, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, du moment qu'ils ont une première expérience vraiment de contact avec le milieu. Le milieu du travail, c'est quelque chose qui nous intéresse. Je crois que l'université ne les accompagne pas forcément. C'est eux qui doivent faire la démarche de trouver une entreprise. Vous êtes dans ce processus actuellement, je crois, Oui, Maëlle, c'est exact. Oui, je suis actuellement dans ce processus-là. Donc en EEA, ça va être 8 semaines et pas 5. Mais sinon, oui, comme l'on dit, ça peut être autant dans un labo de recherche avec les enseignants parfois proposent selon le profil de l'élève et l'ensemble de l'année ou des choses comme ça, de faire le stage avec eux, donc dans un labo de recherche, dans leur labo, ou ça peut être en entreprise sur différents domaines. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat, donc n'hésitez pas à faire cette démarche. On va s'intéresser à la validation du diplôme, puisque du coup, l'objectif, c'est quand même de repartir avec sa licence en poche. Quelles sont les méthodes d'évaluation au sein de vos licences respectives? Donc pour nos licences, du coup, ça va être une évaluation, comme je disais tout à l'heure, en contrôle continu, mais également il va y avoir des travaux pratiques qui vont compter dans l'évaluation et également des projets, donc des présentations orales qui vont nous permettre d'évaluer un peu l'étudiant. Donc les présentations orales plutôt vers la 2e et la 3e année. En physique, on est dans la même... Tout à fait. Parce qu'il y a du coup aussi des partiels, des QCM. Alors non, les QCM, on évite parce que ça ne permet pas de vérifier si l'étudiant a compris ou pas. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas exclusivement qu'il soit capable de donner la bonne réponse, mais aussi qu'il a compris comment y arriver. Donc on a la plupart des matières qui font du contrôle continu au cours de l'année. Et puis on a effectivement souvent en fin de semestre quelques matières qui font des contrôles, ce qu'on appelle des contrôles terminaux. Et en fait, on a ce qui s'appelle le système de seconde chance, c'est-à-dire pour chaque matière, on a obligation de faire au moins 2 épreuves de façon à ce que l'étudiant ait la possibilité de se planter sur une des 2 et de se rattraper sur la suivante éventuellement. Et on sélectionne la meilleure note, bien évidemment. Alors, voilà. Ou alors on fait moyenne. plusieurs, ou alors on fait 3 ou 4 épreuves sur une matière et on fait la moyenne. Il y a la possibilité aussi, qu'on n'a pas encore évoqué, d'opter pour l'alternance. Alors ça va se faire à quel moment du cycle et finalement, vers quel type de parcours c'est envisageable? Alors l'alternance, elle est proposée chez nous en licence EEA, donc soit en 2e, soit en 3e année, soit les 2. Et puis en licence physique, pour le parcours Sciences pour l'ingénieur, uniquement pour la 3e année. Donc en fait, le principe de l'alternance, c'est qu'on va avoir un étudiant qui va être
la moitié du temps sur le campus en train de suivre des cours. Et l'autre moitié du temps, il sera dans une entreprise avec une activité professionnelle. Donc il sera payé, il sera considéré comme un salarié de l'entreprise. Et ça permet d'avoir une double compétence, à la fois des connaissances scolaires universitaires et puis une première expérience en entreprise qui est très valorisée ensuite par les recruteurs. Donc ils ont ce statut de salarié. Dans quel type d'entreprise généralement est-ce qu'ils sont embauchés, ces alternants? Est-ce que vous avez... Alors, il y a un peu de tout. Il y a des petits groupes, des grands groupes. Alors, l'alternance chez nous est organisée en fait avec un planning qui est à la semaine. Donc, en fait, ils sont une semaine. En fait, c'est 3 semaines sur le campus, puis une semaine en entreprise, puis à nouveau 3 semaines sur le campus, 2 semaines en entreprise, etc. Et du coup, ça permet aux étudiants de pouvoir faire la partie alternance, pas forcément à Perpignan. Et donc, on a des étudiants qui partent faire leur alternance dans des entreprises un peu loin de chez nous. Il suffit d'avoir 2 logements, quoi. Ça peut être dans des laboratoires, dans, Oui. dans le privé, dans le service public, c'est diversifié? Oui, c'est diversifié. Alors, dans nos laboratoires de recherche, on en a très très peu des alternants. La plupart de ceux qui font l'alternance, c'est vraiment pour avoir une première expérience dans le privé. Donc, c'est en général des entreprises privées où ils travaillent. Il y a une autre alternative, c'est le double diplôme. Alors c'est quand même assez rare, hein, mais vous avez quelques étudiants qui ont opté pour cette solution. Bon, ça va être encore moi, désolée. Oui, alors on a, pour certains étudiants qui sont très bons et très motivés, en fait, et qui le demandent, on a la possibilité de suivre 2 filières de licence à la fois. Donc en fait, en pratique, comment ça se passe? Ils s'inscrivent sur Parcoursup et ils sont pris dans une des 2 licences. Par exemple, des étudiants qui font licence de mathématiques et licence de physique à la fois. Donc l'étudiant candidate et est pris sur la licence physique ou sur la licence mathématiques. Et ensuite, quelques semaines avant la rentrée, il contacte le responsable et il demande s'il peut faire le double cursus. Et donc, nous, on a un entretien avec l'étudiant, on regarde son dossier, on regarde sa motivation, on regarde aussi sa capacité d'organisation parce qu'il faut être capable de gérer les 2 emplois du temps à la fois. Et si l'étudiant réunit tous les critères, on lui autorise à faire cette double licence. Donc, ça concerne très peu d'étudiants. Là, actuellement, en première année, on a un étudiant qui fait portail PCSI et le portail Darwin qui fait Sciences de la vie de la Terre, donc il fait les 2 cursus. Et on a aussi un étudiant qui est sur le portail PCSI et la licence de musicologie à la fois. Voilà. Puis sinon, le plus classique, c'est quand même mathématiques et physique. Parlons maintenant de l'après, hein, puisqu'à l'issue de la licence, un grand nombre de vos étudiants choisissent de poursuivre. Vers quoi est-ce qu'ils s'orientent ou ils peuvent s'orienter généralement? Donc pour la licence chimie, donc beaucoup partent en master, comme vous l'avez dit. Donc il y a le master chimie de l'université de Perpignan qui est la continuité en fait de la licence chimie. Mais également nos étudiants peuvent partir dans d'autres masters nationaux. Donc on a des étudiants qui partent en master de chimie organique, d'autres en master chimie des matériaux, arômes et parfums ou le master MEF aussi, puisque des étudiants veulent se diriger vers le métier de l'enseignement. Et après, on n'a pas eu d'étudiants dans ce cas-là, mais si l'étudiant veut aller directement dans le monde du travail, il peut candidater pour technicien de laboratoire, par exemple. Maëlle, justement, vous avez l'objectif de poursuivre en master. Vous souhaitez donc prolonger. Oui. Quels sont justement à terme vos objectifs professionnels? Alors à l'heure actuelle, alors je postule pour des masters, mais avec l'EEA en tout cas, je ne sais pas si pour les autres formations c'est le cas, mais on a aussi l'option d'aller en école d'ingénieur. Alors l'école d'ingénieur, c'est accessible avec 2 grandes branches, on va dire, soit en faisant une classe préparatoire et ensuite avec des concours, donc les classes préparatoires c'est à ça que ça sert, soit avec la licence sur dossier. Donc à partir de la L2 et en L3, on peut prétendre rentrer en école d'ingé avec un dossier. Donc on va s'inscrire, on va présenter nos notes, on va donner nos notes de bac, donner une lettre de motivation, on peut demander des lettres de recommandation des enseignants. Après, ils sont faits selon aussi les profils et selon ce que l'élève a proposé sur les années précédentes. Et à la suite de ça, intégrer une école d'ingénieur. Donc moi, à l'heure actuelle, ce serait mon objectif premier d'intégrer une école d'ingénieur. Le master reste une option. Et après, professionnellement, je me verrais plutôt travailler dans la robotique et les systèmes embarqués. Donc ça va être tout ce qui va être électronique dans les avions, dans les véhicules et tout ce domaine-là. Et vous, Amadou Lamine, quels sont vos projets? Poursuivre également?
Moi, je pense que j'ai pour objectif de suivre un master un peu en physique théorique parce que j'aime plus dans le domaine de la recherche. Mon but, c'est plutôt aller faire un doctorat, après intégrer peut-être l'université ou bien une entreprise de recherche. On l'a bien compris, hein, les perspectives sont assez larges finalement pour vos étudiants. Mais quelles sont finalement les opportunités professionnelles à l'issue du diplôme? Quel est le type d'étudiant que vous avez, vous, accompagné et quel type de profession exerce-t-il aujourd'hui finalement? Alors globalement, on a des étudiants, alors quasiment tous les étudiants qui font les licences chez nous continuent leurs études après la licence, puisque c'est vraiment des diplômes qui conduisent à des études longues. Donc ils vont tous faire, comme vous l'avez dit, soit un master universitaire, donc soit en France, soit en Europe, soit une école d'ingénieur. Et à l'issue de ça, donc la plupart s'arrêtent à Bac+5 et vont intégrer le marché de l'emploi, donc dans le privé par exemple avec un niveau cadre. Donc on va avoir des étudiants des anciens étudiants qui vont travailler dans la recherche et développement, qui vont travailler dans des bureaux d'études. On a des étudiants qui vont devenir ingénieurs technico-commerciaux. Par exemple, là, on a un de nos anciens étudiants qui a fait la formation Sciences pour l'ingénieur, qui travaille dans une entreprise qui vend des dispositifs pour la recherche, pour le coup, mais lui, il est vraiment ingénieur technico-commercial. On a une de nos étudiantes, ancienne étudiante, qui est partie en école d'ingénieur et qui travaille chez Vinci maintenant. Donc, voilà. On a des étudiants qui vont intégrer des petites entreprises comme des grands groupes. On a évidemment, au moins dans la licence physique, une partie des étudiants qui se dirigent vers les métiers de l'enseignement. Et puis on a une partie des étudiants qui va continuer, comme Amadou Lamine le souhaite, en poursuivant ses études par une thèse, donc 3 ans après le master, et qui va ensuite travailler dans le milieu académique, donc le milieu de la recherche, chercheur ou enseignant-chercheur. Quel est le niveau justement d'intégration professionnelle des jeunes qui ont suivi cette formation? Est-ce que vous avez des statistiques sur cette insertion professionnelle? C'est à peu près à la sortie du master, à peu près 80 à 85% des étudiants Qui trouvent un emploi. qui trouvent un emploi. Est-ce qu'on peut être opérationnel malgré tout à l'issue de cette licence, après ces 3 années d'études? Est-ce qu'on peut entrer sur le marché du travail sans pour autant prolonger ses études? Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure. Du coup, c'est possible pour la licence chimie, mais après, comme je vous disais, les étudiants poursuivent généralement en master. Après, ça dépend, je pense, des formations, parce que c'est vrai que nous, en licence physique, l'objectif, c'est de faire acquérir des bases, mais on n'a pas des étudiants qui vont être totalement autonomes vis-à-vis des expérimentations. Donc, il vaut mieux qu'ils continuent. Par contre, en chimie ou en EEA, qui sont des disciplines plus appliquées, ils acquièrent un savoir-faire technique qui font qu'il y en a une partie qui peuvent directement être applicables sur le marché du travail. Oui, puisqu'à la sortie de la licence, ils auront vraiment toutes les bases en chimie analytique. Donc s'ils veulent continuer dans ce domaine, c'est possible. Ça montre qu'on n'est pas nécessairement obligé de faire des études très très longues et qu'on peut opter pour ces 3 ans et qu'à l'issue, il y a quand même des débouchés. Que ce soit du coup en licence ou en master, c'est une filière qui est mixte. Quel est le ratio justement filles-garçons? Puisqu'on a tendance quand même à mettre en avant des campagnes pour inciter les jeunes filles à s'orienter vers les secteurs scientifiques, puisqu'elles doutent de leurs capacités ou de leurs possibilités. Qu'en est-il justement à l'université de Perpignan-Villa-Domitia? Alors aujourd'hui, c'est pas forcément très représentatif. Ceci dit, vous êtes 2 femmes insérées professionnellement. Tout à fait. En licence chimie, on a beaucoup de filles qui viennent et qui s'orientent vers la licence chimie. Après, je pense en PC. En physique, on a une majorité de messieurs, mais on a quand même, oui, je dirais, je sais pas, au moins un tiers de filles. Mais mesdemoiselles, venez, la physique, c'est pas si difficile que ça. Et alors, en EEA, je crois C'est à que... peu près pareil, ouais, c'est un tiers, quelque chose comme ça, de filles, en effet. Ouais. C'est une bonne année alors. Mais, alors, moi, je tiens à souligner quand même qu'en EEA, en général, quand ils ont des filles, c'est les têtes de promo, les filles. Oui. Donc, c'est encore le cas cette année? Non. Et souvent. En tout cas, pour comprendre et se faire une idée de cette vie universitaire, il y a aussi les journées portes ouvertes. Elles seront programmées ce samedi 7 février, c'est de 9h à 16h. C'est l'occasion notamment de rencontrer des étudiants, des enseignants, mais aussi de visiter le campus. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour vos filières respectives? Alors nous, on va accueillir les étudiants en salle de travaux pratiques.
Donc j'ai pour habitude de faire visiter un petit peu les salles de travaux pratiques. Après, ils pourront également faire un tour de l'université. Après, il y a aussi une animation qui est prévue à ce qui s'appelle le Repère des sciences, qui est un endroit où on fait des expériences scientifiques, de la vulgarisation, souvent pour des écoles et des collèges qui viennent, mais là, il va y avoir toute une animation. Il y a aussi des conférences, et puis il y aura aussi les étudiants ambassadeurs qui seront présents pour pouvoir justement discuter avec les gens qui sont curieux. Vous y aviez participé, vous justement, Maëlle, aux Journées Portes Non, je ouvertes? n'avais pas participé. Non, je n'avais pas participé. Mais vous invitez les jeunes qui seraient Ah oui, curieux bien à venir sûr, vous voir. Je trouve que personnellement, j'avais pas eu assez de pub vis-à-vis de ça, et je pense que ça m'aurait été utile au lycée, en tout cas après le bac, enfin, sur mon année de bac en terminale, d'avoir eu cette publicité-là et toutes ces informations-là pour choisir son cursus. Ça permet aussi de découvrir le campus. C'est quand même une université à taille humaine, seulement 10 000 étudiants au sein de plusieurs filières. C'est des petites jauges en plus. Donc, il faut peut-être aussi préciser à quoi ressemble ce site pour les jeunes qui auraient une appréhension peut-être. À quoi ressemble ce site? Alors, c'est pas très grand, il y a des pins un peu partout, on vit beaucoup dehors parce qu'on est à Perpignan et qu'il fait beau. Il y a des salles, donc ils en parleront peut-être mieux que moi, mais il y a un restaurant universitaire, des cités universitaires qui sont juste à côté et qui sont assez accessibles. Des associations étudiantes Des qui permettent d'avoir une vie outre les études sur le campus. Une bibliothèque aussi universitaire. Une maison des sports, et là actuellement nous sommes dans la maison des arts et de la culture en train d'enregistrer dans ce qui est en temps normal un studio de répétition et d'enregistrement pour différents groupes de musique, en particulier un des groupes qui a été monté en local par des étudiants. Et puis on n'en a pas encore parlé, mais il y a des aménagements possibles aussi pour les étudiants, notamment ceux qui se trouvent en situation de handicap, ceux qui ont des objectifs professionnels, notamment les sportifs de haut niveau. Vous vous adaptez aussi à la réalité de ces jeunes. Oui, alors on a la chance c'est aussi lié au fait qu'on a des petites promotions et que du coup on a un peu de flexibilité. Et pour les étudiants en situation de handicap, il y a des aménagements qui sont proposés. Donc outre le tiers-temps classique proposé un peu partout, on a la possibilité d'avoir des tuteurs, donc soit des tuteurs pédagogiques, soit des tuteurs de prise de notes, qui vont prendre les notes pour les étudiants, des dispenses d'assiduité. Donc il y a un service qui est dédié au suivi des étudiants en situation de handicap. Et ensuite, pour les étudiants qui sont sportifs de haut niveau ou également artistes de talent, on a des possibilités d'aménagement de cursus qui peuvent être des étalements, des sessions d'examen spécifiques, il y a différents... Et puis c'est pareil, le tuteur de prise de notes. Nous arrivons au terme de ces échanges. Avant de conclure, si vous aviez à tour de rôle justement un conseil ou un message à délivrer aux jeunes qui nous regardent pour les inciter à vous rejoindre dans ces filières qui souhaitent démarrer. C'est déjà il faut avoir la motivation pour venir, et si les étudiants sont motivés et veulent continuer dans ces filières-là, venez, rejoignez-nous. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot université. On s'imagine toujours l'université comme un endroit avec un amphi de 500 personnes et je suis perdue au milieu. Nous, à Perpignan, on a de la chance d'avoir des petites promotions. Donc, de première année, ils sont une centaine. Et puis, en deuxième année, c'est 20 à 40 sur les filières. Et donc, on connaît très bien nos étudiants. D'ailleurs, ils peuvent le prouver. Voilà, donc on a de la chance de ce côté-là, de pouvoir bien être encadré de nos étudiants. Et voilà. Vous me disiez finalement c'est une formation intéressante parce qu'elle est polyvalente, donc on apprend plein de choses. Et puis finalement, elle n'est pas si compliquée. Tout est fait pour que vous puissiez réussir à l'arrivée? Oui, moi je trouve que le cursus il est bien amené. On est sur comme une L1 assez large, comme les enseignantes l'ont dit. Et ensuite, on va se spécifier oui, dans un des quatre domaines du coup qui va être proposé. Et donc c'est en fait un peu comme un entonnoir. Donc on repart sur, on va dire, des bases de lycée où on va revoir de la physique large avec les mathématiques et les sciences largement. Et ensuite, par exemple pour moi en EEA, ça a été les matériaux et les composants en L2 avec de l'électronique. Et là, cette année, c'est encore un peu plus spécifié avec des TP, beaucoup plus de TP sur les années de L3. Donc beaucoup plus de manipulation. Des cours quand même magistraux, forcément il en faut, mais je trouve que le ratio avec
avec les TP par rapport aux années précédentes est plus important. Donc ça aussi, oui, c'est un atout majeur, je pense. Moi, je vais dire, comme les gens ils pensent que la physique, c'est quelque chose de trop compliqué. Après, je ne dirais pas que c'est une filière trop facile, mais si tu es motivé, tu peux aller jusqu'au bout. Parce que cette année, moi, je souffre beaucoup avec la chimie en plus, mais ça va. Et si les jeunes qui nous regardent souhaitent se documenter pour en savoir davantage, notamment sur cette filière, vous avez des supports à leur recommander. Je crois que vous avez des sites internet qui sont dédiés. Expliquez-nous où on peut trouver ces informations. Sur le site de l'université, vous avez des informations sur chaque parcours et vous avez également les contacts des responsables. Et s'il y a besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter ces responsables pédagogiques. Mais vous avez en gros un petit résumé des objectifs et des compétences qui sont acquises sur les différentes licences et un descriptif de la licence, comment elle est construite. Et alors en plus de ça, il y a, en plus des journées portes ouvertes qui ont lieu samedi, il y a la possibilité d'assister à des cours en immersion. Donc ça aura lieu en fait la deuxième semaine des vacances de février, pour les vacances de l'académie ici. Et donc, non pardon, je dis des bêtises, la première semaine des vacances de février, puisque les lycéens sont en vacances, mais pas nos étudiants, qui n'ont qu'une des 2 semaines. Et du coup, les lycéens pourront venir s'incruster dans des cours, des vrais cours de première, deuxième ou troisième année, aussi dans des travaux pratiques et des travaux dirigés, pour vraiment voir à quoi ça ressemble, rencontrer les enseignants et discuter éventuellement avec les étudiants actuels. Et ça, l'inscription se fait en ligne sur le site de l'université. Vous souhaitiez compléter peut-être, Maëlle, Bon, sur ce pas point? forcément, non, elle a dit ce qu'il y avait à dire, je pense. Voilà, s'il n'y a pas les journées portes ouvertes, en tout cas, essayez d'opter pour cette solution. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur les formations, donc sur la vie du campus, je vous invite à assister à ces fameuses journées portes ouvertes qui se dérouleront donc le 7 février sur le campus de l'UPVD. Et puis n'hésitez pas également à vous documenter, à consulter donc le site internet ou le site parcoursup.gouv.fr qui répertorie notamment l'intégralité des formations et des établissements. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore du temps pour finaliser votre projet d'orientation, puisque concernant les modalités sur Parcoursup, vous pouvez d'ores et déjà vous informer et découvrir la carte des formations. Il y aura ensuite des dates clés à retenir, puisque vous aurez jusqu'au 12 mars pour vous inscrire et formuler vos vœux. La date butoir pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux est quant à elle fixée au 1er avril 2026. Voilà pour le calendrier. Enfin, si vous souhaitez revoir ces échanges, sachez que ce direct live qui est consacré aux licences en physique, chimie, sciences pour l'ingénieur et EEA sera accessible en ligne via la chaîne YouTube Compass COMPAS. Merci en tout cas à tous les 4 pour vos témoignages. Merci également à ceux qui nous ont suivis en ligne pour l'attention et bon courage à toutes et à tous dans vos démarches d'orientation. Merci.